Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Maître Pierre-Stanley Perronneau, avocat au barreau de Paris. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui donc Maître Pierre-Stanley Perronneau. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Soli, merci beaucoup de l'invitation. Merci également d'avoir accepté cette invitation. Donc nous vous demandons de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs face à la caméra. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je dis merci aux chers téléspectateurs et téléspectatrices de nous prêter leur attention aujourd'hui. Je suis Pierre-Stanley Perronneau, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis le président fondateur du cabinet Perronneau Conseil qui se trouve à Paris au 41 avenue Foch et je suis également expert en intelligence économique. Et j'ai une activité qui se déploie à la fois en France, mais également sur une dizaine de pays africains et également sur la zone d'intérêt Caraïbes. Très bien, maître. Donc, donc, on va aujourd'hui parler à la fois donc de votre carrière d'avocat. Et également, donc, nous allons parler de votre pays, donc votre pays d'origine qui est Haïti. Et enfin, vous avez aussi écrit donc ce poème, hein, Resurgence d'outre-cieux, qui est là, donc que vous avez aussi publié d'autres ouvrages. Hein. C'est exact. Et puis également sur donc ce que peut-être beaucoup de personnes ignorent également, vous êtes un très grand spécialiste hein, en matière d'intelligence artificielle et également de l'espace, hein, oui, des questions liées à l'espace. Exactement. Parce que je vous ai rencontré également à la rencontre des ambassadeurs où vous avez été panéliste. Et vous avez brillamment expliqué, bien sûr, donc ce processus qui est lié à l'espace que les Africains ne connaissent pas beaucoup. D'ailleurs, donc vous allez un tout petit peu parler de ça également aujourd'hui sur le plateau. Merci alors, beaucoup. donc, vous avez après la présentation, donc vous êtes avocat dans donc votre cabinet en prestigieux en droit de Paris, hein, effectivement. Et mais comment c'est arrivé cette passion pour être un avocat? C'était un rêve d'enfant? Oui, c'était un rêve, on va plutôt dire d'enfant ou d'adolescent. J'ai commencé à m'intéresser de très près au droit, ou plutôt à ce qu'on pourrait appeler à l'éloquence, à partir de l'âge de 15-16 ans. À cette époque, j'étais en Haïti, j'étais en classe de seconde. J'ai intégré une organisation, une association au niveau national qui s'appelle la FOCAL, Fondation Connaissance et Liberté, et qui portait un programme de débat où on formait des jeunes du collège et du lycée à faire des débats sur des sujets de société. Et à chaque fois qu'il y avait des tournois, une même équipe devait à la fois défendre le pour et le contre d'une même question. Et dans ce cadre-là, à l'âge de 16 ans aussi, j'ai gagné un concours au niveau national et j'ai pu, grâce à cela, aller représenter mon pays à Washington DC pendant une période d'un mois dans une formation de débat international où il y avait 8 nationalités. Et c'est à partir de ce moment-là que la vocation d'avocat a commencé à se dessiner. Donc vous vous êtes découvert ce talent donc d'orateur, et puis également qui arrive à convaincre un public. Oui, c'était à la fois le talent d'orateur et puis l'intérêt pour l'éloquence, mais à travers l'éloquence, l'intérêt aussi pour les sujets de société que l'on traitait. Et je me souviens à l'époque, je disais souvent que la parole, je la prendrai à l'agora ou à la barre, mais je la prendrai. C'est-à-dire soit en politique, soit à la barre, mais je la prendrai quand même. Ou les deux. Exactement, ou les deux. Eh bien, très bien. Donc, comment ça se passe donc parce que vous êtes donc inscrit au barreau de Paris. Oui.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens de couleur qui sont avocats? Oui, et ils sont très nombreux même, aujourd'hui. D'ailleurs, on en a beaucoup, surtout en région parisienne. Il faut savoir que le barreau de Paris est très ouvert, dans la mesure où il y a plusieurs cursus que vous pouvez suivre pour devenir avocat. Vous pouvez suivre le cursus classique, c'est-à-dire vous faites vos études de droit jusqu'au master 1, master 2. Après, vous préparez au sein d'une IEJ l'examen qui est plutôt un concours d'entrée à l'école du barreau Mmh. de Paris ou du barreau d'une autre, d'une D'une autre autre ville, ville. quoi, ouais. Une fois que vous avez le concours, vous entrez à l'école du barreau et pendant 2 ans, 1 an et demi et ensuite 6 mois d'examen, vous passez l'examen de sortie. En revanche, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce barreau aussi est ouvert à d'autres avocats venant d'autres pays. C'est-à-dire, il y a des passerelles, Mmh. il y a des possibilités d'intégrer le barreau de Paris si vous êtes avocat dans un autre pays. Parce qu'il y a des accords interbarreaux. Mmh. D'accord. Donc et bah, donc c'est, comment dirais-je? Donc cela a permis quand même à beaucoup de noirs, hein, Exactement. d'exercer cette noble fonction d'avocat et donc vous, vous êtes situé, dans une adresse quand même très, très convoitée à Paris. Donc ça veut dire que le métier, ça marche bien? Oui, en fait, en tout cas, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de dossiers et moi, je suis arrivé à Paris en 2006, j'ai fait toutes mes études de droit ici. Donc cela m'a permis aussi d'avoir un ancrage, dans le milieu parisien, puisque cela fait quand même, plus de 18 ans. Mmh. C'est-à-dire j'ai fait mes études ici et j'ai fait plus de 10 ans d'études. D'abord, jusqu'au master 2, ensuite j'ai commencé à travailler, j'ai fait un MBA en intelligence économique et management stratégique. Et toutes ces formations-là et aussi l'expérience professionnelle m'a permis de développer un réseau. Surtout que j'ai travaillé aussi en entreprise avant de devenir avocat, comme, conseiller juridique et bras droit du secrétaire général. C'est-à-dire nous protégions la responsabilité et du chef d'entreprise. C'était une multinationale française, Mh. qui est une entreprise de production d'énergie électrique, qui est présente dans plusieurs pays. Donc j'ai travaillé dans cette entreprise comme juriste avant de devenir avocat. Donc cela a permis aussi de développer un réseau professionnel auprès, de professionnels, notamment du monde de l'industrie, mais du monde de l'entrepreneuriat d'une manière plus générale, avec une connexion aussi avec des ingénieurs, une connexion avec des financiers, une connexion avec, des gestionnaires, donc avec toute une série d'autres professionnels d'experts comptables, de comptables qui m'ont permis aussi d'établir un réseau qui permet aussi d'asseoir une certaine clientèle. Eh beh, très bien, donc en parlant de réseau et c'est très important dans ce métier, le réseau. Donc est-ce que vous faites partie d'un réseau d'avocats? Par exemple, une association? Oui, je fais partie d'une association qui est assez jeune parce que c'est une association qui a été créée il y a peut-être, 4 ou 5 ans, Oui. qui s'appelle l'ANAD. C'est l'association, des avocats, docteurs en droit, même si je ne suis pas docteur en droit, Mmh. mais c'est le nom de l'association. En revanche, dans cette association-là, il y a, des avocats docteurs en droit et des avocats qui ne le sont pas Mmh. et qui publie une revue qui s'appelle la revue de l'ANAD, qui est, qui est un trimestriel dans laquelle on va retrouver de la réflexion, des écrits, de différents avocats, non seulement sur leur pratique professionnelle, mais également sur, des sujets qui purement théoriques, parce que en fait, à un moment donné, certains avocats docteurs en droit de la région parisienne ont estimé, qu'il fallait réconcilier la pratique et la théorie. Alors donc et vous êtes avocat donc vous défendez c'est quelle spécialité? C'est-à-dire parce qu'il y a différentes spécialités, hein, dans le Absolument. métier donc vous c'est il y a des avocats pénals, il y a des avocats, spécialisés en droit immobilier donc Mmh. vous c'est quoi votre domaine? C'est vrai qu'il y a autant de manières de pratiquer ce métier qu'il y a d'avocats. Mmh. Heu, donc il y a les spécialités, mais à l'intérieur des spécialités, il y a la personnalité aussi, de l'avocat. On dit souvent que, l'avocature, ce n'est pas un métier, c'est un sacerdoce et un avocat, c'est d'abord une âme, c'est un tempérament, c'est une manière d'être et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà mon cabinet. Dans mon cabinet, il y a on est en qui s'appelle le cabinet Perronneau Conseil, on est environ 8 ou Mmh. 9 personnes. Mmh. Donc, on a des juristes et des avocats qui interviennent en matière de droit du travail et en matière de droit des étrangers. Mmh. Mais moi, personnellement, je suis non seulement le président fondateur du cabinet, mais je travaille aussi au cabinet Mmh. et j'interviens sur toutes les questions qui concernent le droit des affaires.
d'une part, le conseil en matière de cession et de rachat d'entreprises. D'autre part, en matière de financement de projet, parce que j'ai longtemps travaillé dans cette entreprise de production d'énergie électrique qui levait du financement pour construire des centrales électriques qu'elle exploitait ensuite sur 20, 30, 35 ans. Et enfin, j'interviens aussi sur un sujet qui est beaucoup moins connu, qui est le lobbying, en fait, c'est-à-dire je fais beaucoup d'actions pour mettre en relation des partenaires techniques, des partenaires politiques, des partenaires sociaux dans le monde économique, politique et également culturel entre l'Afrique, l'Europe et aussi les Caraïbes. Les Caraïbes. D'accord, donc donc le cabinet est composé exclusivement d'avocats et puis aussi d'assistants, c'est ça? Le cabinet est composé majoritairement de juristes et d'avocats, mais nous avons quelques personnes qui ne sont pas avocats et qui travaillent au cabinet. Pourquoi? En raison du profil du cabinet. Nous avons développé une marque de fabrique. Nous définissons le cabinet comme un cabinet d'avocats d'affaires engagés. Généralement, l'avocat d'affaires est là pour gagner de l'argent. Nous, on dit on va porter un engagement. Et on a créé autour du cabinet une constellation d'organisations qui nous permet de porter cet engagement qui est à la fois un engagement politique et économique et social. C'est la raison pour laquelle nous avons au sein du cabinet des personnes qui ne sont pas des avocats, mais qui ont des compétences qui nous permettent de porter cet engagement-là. Notamment, nous avons la numéro 2 du cabinet qui est experte en communication institutionnelle, ce qui permet de faire ce travail-là, Madame Florina Mougou. Nous avons aussi le numéro 3 du cabinet qui est un ancien ministre africain et qui a travaillé dans les plus hautes institutions financières internationales, qui nous permet aussi de faire ce travail de mise en relation, de lobbying et de porter cet engagement politique et social et économique. Et moi-même, je suis le premier vice-président d'une OING qui est membre de la conférence des OING du Conseil de l'Europe, ce qui me permet régulièrement d'aller à Strasbourg et de pouvoir participer aux travaux des différentes commissions qui font des recommandations aux organes politiques du Conseil de l'Europe. Cette OING est centenaire, elle a été créée en 1923, elle s'appelle le CITI, Conseil international pour la transmission intellectuelle. Je suis aussi le représentant de la Chambre de commerce latino-américaine pour la zone d'intérêt Caraïbe au sens large. La Chambre de commerce latino-américaine a été créée en 1929. Elle regroupe des professionnels et des entrepreneurs, chefs d'entreprise vivant en Europe, mais aussi un réseau de professionnels sur le continent américain venant de plus de 33 pays. D'accord, ok. Donc vous avez plusieurs casquettes. C'est cette constellation-là qui nous permet aussi de porter un engagement économique, politique et social et de faire certaines choses. Oui. Alors, donc, ben, c'est très bien. Et donc, vous venez d'un pays. Oui. Donc, et vous êtes, on l'a dit dans la présentation, vous êtes originaire donc d'Haïti. Et donc, ce pays est aujourd'hui, on peut appeler ça en insécurité. C'est-à-dire, donc, c'est très difficile en ce moment. Donc maintenant, nous allons un peu parler donc de ce pays parce qu'il y a une forte diaspora haïtienne un peu partout dans le monde, hein, et que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe ici, et puis aussi beaucoup de hauts cadres que les gens ignorent, dont vous-même. Alors, donc, et aujourd'hui, sur le plan politique, donc, qu'est-ce qui se passe en Haïti? Pour commencer, j'aime bien le terme que vous avez utilisé parce que c'est un terme qui est exact, c'est un pays qui est en insécurité. Pas seulement en insécurité du point de vue sécuritaire au sens commun du terme, mais en insécurité totale, c'est-à-dire politique, économique, sociale. Il y a une vraie crise totale dans ce pays qui est une crise structurelle. Qu'est-ce qui se passe en Haïti? Haïti a porté un destin qu'elle continue à porter, mais qui se révèle lourd à porter. C'est le premier pays, la première république noire, indépendante, 40 ans, plus de 40 ans avant l'abolition de l'esclavage en 1848, plus de 150 ans avant les indépendances africaines. C'est un pays qui aurait dû faire partie aujourd'hui des pays les plus développés. Absolument. En raison de cette antériorité-là, en raison de cette prise d'avance.
et en raison aussi du message que ce pays a porté à travers l'histoire pendant tout le 19e siècle et pendant toute la première moitié du 20e siècle. Mais depuis la fin des années 50, ce pays connaît un déclin qu'on a du mal à contenir. Et la crise aujourd'hui, elle est totale. On a une crise sécuritaire parce que plus de 80% de la zone métropolitaine, ce qu'on appelle de la zone de la capitale Port-au-Prince, est sous le contrôle de gangs armés, ce que j'appelle les groupes armés illégaux. J'aime pas trop le terme gang. Mais il faut savoir que cette situation-là, dont il faut absolument se débarrasser au plus vite, parce que c'est une urgence de la plus haute importance, a été causée aussi parce qu'il y a une situation de décomposition économique et sociale qui est des plus aiguës. En Haïti, aujourd'hui, cette année, je crois sur le dernier exercice fiscal, le taux de l'inflation était entre 30 et 40%. Donc, vous pouvez imaginer dans quelles conditions les gens vivent aujourd'hui, d'un point de vue économique et social. Donc, il y a la crise sécuritaire au sens où les gangs ont la mainmise sur la plus grande partie de la capitale, mais il y a la crise sociale aussi, qui ronge la population et qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont dans une situation de désespoir qui est au plus haut point. La crise politique aussi. Il y a une instabilité politique chronique en Haïti depuis la chute de la dictature des Duvalier. Bah, voilà, donc parlons-en. Donc, depuis que les Duvalier ont quitté le pouvoir, le père et le fils, eh bien, Haïti est devenu instable. Est-ce que, parce qu'on parlait de dictature, c'est vrai, mais est-ce qu'en ce moment-là, Haïti était quand même stable, en quelque sorte? Oui, il y avait une grande stabilité politique sous les Duvalier. Ils ont gardé le pouvoir pendant plus de 29 ans. Et en plus aussi, ils avaient tout le contrôle du territoire national. C'est-à-dire, ce problème d'insécurité qu'il y a à Port-au-Prince n'aurait pas pu exister sous Duvalier. En revanche, contrairement à ce que disent beaucoup d'Haïtiens, cela ne veut pas dire qu'il faut revenir à la dictature. En revanche, il faut revenir à un pouvoir qui ait les moyens de sa politique et des promesses qui sont faites au peuple. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque l'on a fait la révolution de 1986-87, ce qui s'est passé, on a adopté une nouvelle constitution et l'expression qui était utilisée à l'époque, c'était qu'il fallait arracher quelques dents au président de la République. C'est-à-dire enlever le pouvoir de décision, une grande partie du pouvoir de décision d'entre les mains du président pour le mettre au Parlement. Or, il s'est avéré que ce Parlement-là a été source d'instabilité et cette nouvelle constitution, parce que aussi elle n'a pas été respectée, mais parce que aussi il y a des éléments dans cette constitution qui favorisent l'instabilité, cette constitution a été source d'instabilité. Donc, je ne vais pas refaire tout le récit de l'instabilité, mais de tous les présidents que nous avons connus, un seul président a pu faire 2 mandats, c'est-à-dire 10 ans au pouvoir. C'est Aristide? Non, c'est René Préval. René Préval, et d'accord. Dans la constitution haïtienne, lorsqu'un président prend le pouvoir, il ne peut pas ne peut pas être candidat 2 fois de suite. C'est-à-dire, le mandat est d'une durée de 5 ans. Il faut faire une pause avant de pouvoir être candidat. Ah, donc c'est un mandat unique. Un mandat de 5 ans non renouvelable. Non renouvelable immédiatement. Immédiatement, d'accord. C'est-à-dire, il faut faire une pause avant de pouvoir se représenter. Et je pense que c'est un élément qui est source d'instabilité dans un pays qui fait face à de nombreux problèmes. Oui. Il faut pouvoir définir certains pans de la politique comme étant des intérêts supérieurs de la nation et les inscrire dans le long terme et donner une confiance à un homme qui va incarner ce long terme-là, qui va incarner ces intérêts supérieurs de la nation, qui va pouvoir mettre en chantier des grands projets de développement, sans pour autant éliminer l'existence d'un Parlement qui va pouvoir intervenir sur d'autres sujets où le débat politique va pouvoir se faire. Mais il faut à un moment donné mettre de la stabilité dans la vie politique. Donc c'est un domaine que vous connaissez très bien parce que vous êtes juriste. Et donc selon vous, il faut une constitution au moins qui permet à un président de renouveler le mandat au moins une fois. Il faut une constitution qui permette à un président non seulement de pouvoir renouveler immédiatement son mandat, c'est-à-dire 5 ans plus 5 ans, parce qu'on a besoin du long terme pour pouvoir mener des grands chantiers de développement, pour pouvoir doter ce pays d'infrastructures de base,
pour pouvoir redonner l'espoir à une population qui a perdu cet espoir, c'est-à-dire retravailler ce qu'on appelle la mentalité haïtienne, redonner confiance, faire des grands projets dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, remobiliser et reconstituer d'une manière efficace notre armée, parce qu'on a une armée dont l'effectif est de 2000 membres, ce qui n'est pas suffisant. En face, nous avons la République dominicaine, qui est notre proche voisin, qui a une armée de plus de 44 000 hommes. Donc, il faut redonner à l'Haïtien sa mentalité de départ, c'est-à-dire cette mentalité de champion qui a fait la révolution de 1804 et qui nous a permis de mettre en déroute l'armée napoléonienne. Et il faut aussi lancer de grands chantiers qui vont compter parmi les intérêts supérieurs de la nation, mais sur le long terme. Et il faut un gouvernement du coup stable et un président qui soit à la fois chef de l'État et chef du gouvernement, qui ait les moyens de sa politique. Mais depuis le départ des Duvalier, donc plusieurs présidents se sont succédés. Il y a eu un prêtre, Jean-Bertrand Aristide. Il y a eu l'armée, il y a eu des civils, et puis aussi issus de la diaspora, hein, si je ne me trompe pas. Des premiers ministres. Voilà. Donc, mais rien n'a fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'on, selon Maître Stanley, on peut essayer quoi maintenant? Il faut d'abord revenir à un régime politique stable. Donc, il faut absolument changer cette constitution pour donner les éléments de la stabilité, c'est-à-dire déjà un régime politique, un gouvernement qui soit légitime, c'est-à-dire pas comme nous le faisons aujourd'hui avec un conseil présidentiel de transition qui a été mis en place par les partis politiques. Il faut redonner le pouvoir au peuple. La confiance et le pouvoir doivent venir d'en bas. C'est-à-dire, il faut des élections, mais qui vont porter au pouvoir une personnalité qui doit avoir les moyens de sa politique. Il ne s'agit pas d'élire un président de la République et de lui dire ensuite, on vous donne 5 ans pour exécuter les promesses que vous avez faites, mais pendant les 5 ans, vous passez votre temps, pendant 1 an, à discuter avec le Parlement pour pouvoir mettre en place un gouvernement. Donc c'est pas assez. Non, il faut que le gouvernement, le chef de l'État soit à la fois chef du gouvernement et que les ministres qu'il va nommer soient responsables uniquement devant lui. Et lui, il est responsable devant le peuple qu'il a élu au suffrage universel direct. C'est le seul commis, on va dire, de la nation qui reçoit, le chef de l'État, la confiance de tout le peuple, puisque les sénateurs et les députés sont élus dans des circonscriptions. Mais est-ce que tout cela est possible aujourd'hui dans cette insécurité? Parce que, vous l'avez souligné, les gangs aujourd'hui ont la mainmise sur la capitale. Il sera difficile d'organiser des élections en Haïti. Je sais que le calendrier du Conseil présidentiel de transition, avec le comité de pilotage qui a été mis en place, est d'organiser un référendum d'ici au milieu de l'année, d'ici à mai-juin, pour pouvoir adopter une nouvelle constitution, dont le texte est aujourd'hui en chantier. Et ensuite, à partir de novembre, d'organiser des élections générales pour les sénateurs, pour les députés, pour les élus locaux, mais également pour la fonction de président de la République. Mais il faudrait pour cela d'abord résoudre le problème de l'insécurité, parce que dans ce climat-là, qui va sortir pour aller faire voter? Campagne et même faire campagne. Faire campagne, exactement, aussi. Et voter aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour désarmer les gangs? Pour désarmer les gangs, il faut, avec nos partenaires internationaux, les pays qui se disent amis d'Haïti, définir de nouveaux moyens. Aujourd'hui, on a une police nationale qui est sous-équipée, qui a un effectif, qui a un effectif de 15 000 membres, bon, qui n'est pas suffisant, en sous-effectif. Nous avons une mission d'appui à la sécurité qui a été décrétée par l'ONU et qui se trouve aujourd'hui en Haïti. C'est un contingent de 300 policiers kenyans. Ouais. Aujourd'hui, nous avons quelques soldats guatémaltèques et salvadoriens qui les ont rejoints. Mais ce nombre n'est pas suffisant parce que les gangs armés sont lourdement armés. Wow. Et aujourd'hui, il faut aussi, d'après ce que je conçois, un appui aussi logistique aérien. Parce que même les véhicules blindés qu'on a mis à la disposition de la police nationale et qui cherchent à rentrer dans les zones contrôlées par les gangs se retrouvent généralement piégés dans des fossés qui sont creusés par les gangs autour de leur territoire et n'arrivent pas non seulement à isoler les gangs, ils arrivent des fois à les faire partir.
mais ils reviennent. C'est-à-dire, il y a la question de la consolidation, de la présence de la police nationale sur les territoires qu'ils reprennent aux gangs, qui n'est pas réglée. Aujourd'hui, je pense qu'il nous faut beaucoup plus de moyens, un appui beaucoup plus sérieux de la communauté internationale sur cette question de la sécurité, qui est extrêmement urgente, dans la mesure où je pense que s'il n'est pas réglé, à un moment donné, il va y avoir soit une révolte populaire, soit une révolution, soit une catastrophe, et tout cela va finir dans un bain de sang, ce que je ne souhaite pas. Et généralement, lorsqu'on bascule dans ce genre de situation, ce sont des risques aussi qui mènent généralement à la dictature. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, donc, selon vous, quel doit être le rôle de la diaspora haïtienne? Le rôle de la diaspora haïtienne doit être primordial. Aujourd'hui, il y a 11 millions d'Haïtiens vivant sur le territoire de la République d'Haïti. Mais il y a entre 3 et 4 millions d'Haïtiens à l'étranger, un peu partout dans le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce chiffre, non seulement il date des années 2015-2016, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recensements qui sont faits dans la diaspora, mais aussi ce chiffre contient les Haïtiens qui sont connus, sur lesquels il y a eu une enquête. Mais je pense que s'il y a une politique proactive, soit du gouvernement haïtien, soit de la diaspora elle-même qui se réunit et qui s'organise, ce chiffre de 3 à 4 millions d'Haïtiens de la diaspora peut monter jusqu'à 10 millions. Pourquoi? Parce qu'il y a les Haïtiens de la 3e, de la 4e, de la 5e génération. Cela fait longtemps que les Haïtiens partent à l'étranger. Donc si on se dit que toute personne qui a une goutte de sang haïtien dans son corps peut devenir pleinement haïtien, avoir une intégration à la fois économique et politique dans ce pays-là, je pense que cette faiblesse-là, c'est-à-dire la fuite des cerveaux, peut devenir l'une de nos premières forces. Et c'est en ce sens que je suis en train de réfléchir d'ailleurs sur un texte qui est presque terminé, qui s'appelle « Notre force de faible ». Cette fuite des cerveaux, ce sera, je pense aujourd'hui, notre force de faible. Il faut absolument miser sur cette force-là, mais il faut qu'elle s'organise pour pouvoir taper du poing sur la table d'une seule force. C'est-à-dire permettre que, par exemple, un Haïtien de la diaspora, au lieu qu'il envoie de l'argent à sa famille pour les aider par rapport aux besoins de la vie quotidienne, il peut s'unir avec d'autres membres de la diaspora, créer une banque de la diaspora et essayer de financer des projets de grande envergure pour avoir un impact qui est beaucoup plus visible. Il faut savoir que sur l'exercice fiscal 2021-2022 en Haïti, on a eu un PIB d'à peu près 19 à 20 milliards de dollars US, alors que les transferts de la diaspora représentaient plus de 4 milliards de dollars. Ah, d'accord. Donc près de 20% du PIB. Donc c'est énorme. Et si aujourd'hui on a une politique proactive avec une vision très large de la diaspora et qu'on ouvre cette vision-là, cette diaspora-là aux Haïtiens de la 3e, de la 4e, de la 5e génération et qu'on part chercher ces Haïtiens-là, aujourd'hui, ces 3 ou 4 millions peuvent passer à 10 millions. Oui, alors donc... 3 ou 4 milliards peuvent passer à 10 milliards. Pardon. Oui, alors selon vous, donc la solution politique peut venir de la diaspora également haïtienne. La solution politique, je pense, peut venir de la diaspora, mais il faut accepter que cette diaspora puisse être intégrée politiquement aussi, c'est-à-dire qu'elle puisse non seulement voter, mais qu'elle puisse aussi accéder aux responsabilités politiques au plus haut niveau de l'État. Oui, mais actuellement, donc les ressortissants haïtiens à l'étranger ne votent pas, ne peuvent pas voter alors à des élections nationales. Aujourd'hui, il est prévu la double nationalité, donc en principe, tout Haïtien peut voter à des élections nationales. Et il y a, mais comme on est en train de réformer la Constitution, dans la Constitution aussi des dispositions qui font quoi, qu'ils peuvent aussi accéder à des responsabilités politiques. Oui. Mais de fait, ce n'est pas le cas. Dans la mesure où, lors des dernières élections, ce vote n'a pas pu se faire. Donc je pense qu'il faut aussi que la diaspora rentre dans une démarche qui est proactive, de la même manière que j'invite l'État haïtien à rentrer dans une démarche qui est proactive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la diaspora se croise les bras et attende. Il faut que la diaspora soit provocatrice de ce changement-là. Oui, c'est-à-dire la diaspora s'implique davantage. Que la diaspora s'implique, mais que la diaspora ne laisse pas le choix à l'État haïtien. Il faut qu'on s'asseye pour y réfléchir. Mais il y a des actions qu'on peut mener à la fois dans le pays, auprès de nos proches qui sont encore là-bas. Il y a des actions que l'on peut mener aussi à l'international, puisqu'on est éparpillé un peu partout à travers le monde, pour être une force d'entraînement
que l'État haïtien ou le gouvernement haïtien qui s'opposerait à cette force d'entraînement-là ne pourrait pas contenir. D'accord. Sans vouloir, Ouais. sans vouloir créer de division ni de problème. Mmh. Mais la diaspora haïtienne peut être une force d'entraînement d'un projet à la fois économique et politique qui sera bénéfique et qui permettra à ce pays de se relever. Est-ce que vous-même, personnellement, vous souhaitez vous engager politiquement? Je suis déjà engagé très socialement en Haïti, puisque je travaille avec plusieurs organisations sur le terrain. Déjà, je travaille avec une organisation de jeunes, ils sont plus de 2000 dans le grand nord du pays. On organise en ce moment même un tournoi de talent. Cette organisation s'appelle Haitian Talent, c'est-à-dire on organise des activités dans plusieurs domaines où les jeunes viennent exprimer leur talent et les meilleurs sont récompensés dans 5 départements sur 10 du pays, c'est-à-dire plus de la moitié du pays en termes de départements, de découpage administratif. Ensuite, dans le sud, je suis impliqué dans des projets éducatifs avec des amis. Par exemple, on a une école, bon, c'est une école qui est jeune, on a une association qui supporte une école, parce que nous, on veut créer une nouvelle éducation pour l'haïtien qui soit une éducation à la fois qui soit une éducation adaptée, c'est-à-dire qui est ancrée dans le milieu ambiant. D'accord. C'est-à-dire permettre à l'haïtien d'être éduqué et d'avoir tout le standard de l'instruction et de l'éducation au niveau international, mais qui soit directement lié à son environnement immédiat. Son environnement agricole, son environnement social, son environnement historique. Très bien. Donc, on me signale également à la régie qu'on est arrivé au terme de l'émission. Donc, vous avez écrit aussi donc, des poèmes, hein, des résurgences d'outre-cieux et d'autres poèmes. Donc, vous pouvez en parler? Oui, en fait, j'ai écrit deux livres. Un essai sur la conquête de l'espace extra-atmosphérique, qui est un essai sur les enjeux géostratégiques de la conquête de l'espace extra-atmosphérique. D'ailleurs, on en a parlé puisque vous avez assisté à la conférence que j'ai donnée à la conférence des ambassadeurs sur la militarisation et l'arsenalisation de l'espace extra-atmosphérique, c'est-à-dire sur les enjeux et les implications militaires de ce sujet-là, auxquels l'Afrique devrait s'intéresser, puisque l'Afrique commence à réfléchir à la question du spatial, et un recueil de poèmes qui s'appelle Résurgence d'outre-cieux. C'est un recueil de poèmes qui est un ensemble de poèmes qui portent sur l'exil, qui porte sur le désir d'engagement politique et social, et aussi qui porte sur l'amour, en fait. L'amour à la fois qui peut exister entre un homme et une femme, mais aussi l'amour de la patrie. Ah, très bien. Donc, si on veut se procurer de ces recueils, comment on fait? Donc, vous pouvez le retrouver, c'est sur toutes les plateformes qui distribuent des livres sur Internet. Ça a été publié aux éditions Milo. Vous allez sur Internet, vous écrivez Résurgence d'outre-cieux. Et vous pouvez le trouver à la FNAC, sur Amazon et sur d'autres plateformes. Très bien. Donc, face à la caméra, je vous donne le mot de la fin parce qu'on est arrivé au terme de l'émission. Et quelle conclusion donc faites-vous sur les deux grands sujets qu'on a abordés, notamment votre carrière professionnelle, mais également donc votre pays d'origine, Haïti? Ce que je dirais, c'est que ma carrière professionnelle a été dictée par une terre qui résume toute ma raison de vivre, mais également qui résume et qui contient toute ma vision du monde. J'ai décidé d'étendre les ailes de mon cabinet sur l'Afrique, sur la Caraïbe et en Europe parce que je suis haïtien. Parce que Haïti a porté une cause qui a été la cause de l'humanité tout entière. Et on n'a pas eu le temps, mais dans l'histoire, Haïti a porté la cause des déshérités de plusieurs origines, c'est-à-dire des Juifs, des Polonais, des Africains, des Européens. Donc c'est parce que je suis haïtien que j'ai voulu créer un cabinet d'avocats qui soit présent partout sur le territoire mondial en fait. Donc j'aimerais que les téléspectateurs et les téléspectatrices et toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui soient conscients de cette force qui a permis à Haïti de porter le destin du monde à un moment donné et qu'ils puissent penser à la cause haïtienne et avoir dans leur pensée le destin de cette nation et nous venir en aide.
Merci. Eh bien, très bien, belle conclusion, maître. Donc, c'est quasiment un appel hein, que ce que Haïti a donné à l'humanité, que l'humanité lui rende aujourd'hui, parce que Haïti a besoin des autres aujourd'hui. Et sur ça, donc, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente journée sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Je remercie donc la régie Faisal Sidiki et également donc le directeur de cette télévision Afrique 1, Monsieur Hamza Taj, hein, qui est en coulisses, qui est venu nous rendre visite. Donc je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. À très bientôt. Merci.